bonjour, je m'appelle Monsieur Petre-Manser, je suis un des responsables du musée archéologique de Cutry. Alors le musée archéologique de Cutry est constitué, présente essentiellement toutes les pièces qui ont été trouvées sur une nécropole gallo-romaine à Cutry, qui est située à proximité du cimetière de Cutry. Donc voilà, pour ce qui est de ce que contient le musée. Mais il faut affiner quand même, l'histoire, c'est que dès 1969, des pièces ont été trouvées par des laboureurs et on s'est dit c'est certainement du gallo-romain. Le groupe d'émulation de la vallée de l'Autun, qui a eu vent de l'affaire, a commencé un petit peu à fouiller la sauvette, si bien que le maire de l'époque, M. Gercourt, a institutionnalisé des fouilles qui ont lieu pendant 20 ans, de 91, donc de 1971 à 1991, un mois de fouilles par an au mois de juillet. Sous la direction de professionnels, il y a eu d'abord M. Liéger de Toul, et ensuite donc des professionnels qui sont responsables des sites archéologiques en Lorraine, et ensuite ça a été M. Legout, un Nantais. Donc voilà pour ce qui est des pièces, et maintenant je vous invite à voir un peu tout ce qui a été trouvé dans le site de Cutry. Voilà. Allez, alors vous suivez le guide. Alors, les classements, il y a 3 grandes salles, et chaque salle correspond à une période. Donc ici on est à la période du 1er siècle avant Jésus-Christ au 2e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Donc en fait c'est les pièces les plus anciennes qu'on a trouvées, qui sont les plus vieilles. Alors en fait, on n'a pas beaucoup changé la manière des rites religieux, à savoir qu'il y avait incinération et on a aussi des tombes. De tout temps, on retrouve même maintenant donc les deux rites funéraires, hein, incinération et tombe. Alors l'incinération, on incinérait le corps des défunts et, comme ici si vous voulez, voilà, et on les mettait dans des urnes funéraires. Voilà un exemple d'urne funéraire. Et cette urne était encore mise dans un coffre, soit en pierre en chanlevé, etc., où on lui donnait tout ce qui était nécessaire pour le grand voyage, le viatique. Voilà. Donc voilà pour le grand voyage. Ici se trouvent toutes les pièces. Alors vous avez des fibules, des bracelets, on pourra revenir après dans le détail. Vous avez aussi tout type de poterie qu'on a trouvé à l'époque. Alors il y a quelques particularités. Une pièce qui nous est très très demandée, parce qu'on prête quelquefois d'autres musées, c'est ici le taureau tricornu. Pour quelle raison alors on en connaît que. Alors il est en terre blanche, ce qui est rarissime, et des taureaux tricornus, il n'y en a que 3 ou 4 en Europe, de tailles différentes. Hein. Donc le taureau tricornu, il n'y en a que 3 ou 4 en Europe. Alors souvent chez les Gaulois, les dieux allaient par triade, par groupe de 3. Alors ici, on retrouve cette idée dans le fait que le taureau tricornu, symbole de force et de bonheur. Aussi, une remarque, c'est qu'on a supposé, on a ici une petite tête de singe. Alors on suppose que c'est un légionnaire romain qui a dû le ramener de ses voyages autour de la Méditerranée, puisque c'est un macaque, c'est une race qui évolue, disons, autour de la Méditerranée, un peu comme il y en a encore sur le rocher de Gibraltar maintenant. Hein, voilà. Hein. Alors, on retrouve donc ici toutes les techniques de cuisson de faïence. Alors, tout dépend du four. Si le four est fermé, si le four est complètement fermé, on voit que les faïences sont noircies. Alors là, c'est les faïences les plus anciennes, enfin les terres cuites les plus anciennes, c'est pas trop affiné comme décor. Hein. Et elles ont été cuites dans des fours fermés, d'où les teintes noires à l'intérieur. Hein. Voilà. Et ici, donc, on continue. Ici, on a quand même des faïences d'autres époques, beaucoup plus évoluées. Hein. Des cruches avec anse et tout. On retrouve ici aussi des biberons. Des biberons en argile, et puis même une lampe à huile. Hein. Donc vous voyez, on a plein de... Comment on savait que c'était des biberons? Il y a eu des dessins, des choses comme ça qui vous oui, diriger? Oui. En fait, bon, je suppose que les chercheurs travaillent par analogie. D'après, c'est surtout en référence à ce qu'on connaît bien, à l'époque gallo-romaine, mais de Rome. Sur Rome, là, on a beaucoup de... Par analogie, on dit, tiens, c'est à peu près la même forme, ça peut être un biberon. Hein. Le fait, par exemple, qu'il y ait eu les deux peuples, romains et gaulois, ils ont vécu à la même époque. Il y a eu quoi? Est-ce qu'on imagine qu'il y a eu des combats, des choses comme ça? Non, ici, on était sur un axe, disons, une grande voie romaine, grosso modo, qui reliait Metz, enfin, à Trèves, on allait sur Trèves, donc, et Aix-la-Chapelle, hein, donc c'était l'axe Metz-Trèves ou Reims-Trèves aussi.
Donc c'était une voie de passage. Lorsqu'ils ont fait la ligne Maginot, parce qu'on a des fortins de la ligne Maginot ici sur le banc de Cutry, les ingénieurs de l'armée ont découvert des parcelles de voies romaines. Hein. Donc c'était une voie de passage assez importante. Alors le Humbo de bouclier, c'est le centre d'un bouclier. Il est en fer et tout autour, le reste était en bois. Donc ça servait à maintenir, si vous voulez, la cohésion de toutes les planches qui faisaient le tour du bouclier. Alors, vous avez les fibules. On peut dire que les fibules, c'est l'ancêtre des épingles de nourrice. Elles servaient à fixer le manteau, hein, des Gaulois, la C, comme on disait, hein, S-A-I-E. Hein, donc voilà, les fibules, la charnière en bronze, etc. Plus ou moins décorées, plus ou moins riches. Hein. Vous pensez qu'il y aurait autant de pièces? Vous avez dû être impressionné quand même de retrouver autant de petits détails, j'allais dire, mais pour l'histoire, c'est quand même vraiment intéressant. Bah, c'est-à-dire qu'il faut se replacer dans le site des fouilles. Les fouilles duraient 1 mois. Donc quasiment tout ce qui était fouillé était retamisé. Hein. Donc c'était des jeunes des collèges, des lycées du coin qui venaient. Tout était retamisé et donc on retrouvait ces pièces-là comme ça. Mais ça demandait beaucoup de travail, beaucoup de travail. Et les jeunes venaient le matin, voire le soir. Il y en a même qui couchaient là. Ils faisaient du camping, les années où il faisait soleil. Hein, et ils faisaient du camping et ils travaillaient du matin au soir. Alors d'abord M. Léger, je l'ai dit tout à l'heure, puis ensuite M. Legout, qui sont des archéologues éminents. Juste une question peut-être anecdotique pour vous. Comment ça se conserve maintenant que c'est à l'air? Ça risque pas de s'effriter ou des choses comme ça? Bah, ici, les fibules en bronze, bon, bah, elles sont rouillées, mais la rouille ne bouge pas. Mais on a des pièces qui ont été traitées. Hein. Autrement, ici, toutes les pièces ne sont pas exposées. On a quand même, comme dans tout musée, une réserve. Alors là, ils sont bien stockés au sec, il n'y a pas de problème. Il y a des normes de stockage. Ça, c'est sûr. Hein. D'accord. Hein. Alors aussi, vous voyez, les pierres aussi, tout ça sont des pierres qui ont été retrouvées. Hein, des fragments de statues qui ont été retrouvés, pas nécessairement sur le champ de fouilles, mais dans la commune de Cutry, à l'occasion de labour et tout. Alors on retrouve les grosses pommes de pin, tout ça, qui porte-bonheur. C'était des pierres qui marquaient l'entrée des maisons, par exemple. Monsieur Guffroy, on vous remercie de participer à cette émission également. On demandait à Monsieur Pétromans s'il y avait encore des pièces à découvrir ou est-ce qu'il y avait encore des choses qu'on voyait actuellement, et je pense que vous avez une réponse positive. Exactement, oui. Nous avons découvert une voie romaine qui se trouve sur un site qui s'appelle de Mini-Georges et que là qu'on a découvert des forges romaines. Donc, on suppose que c'est une voie artisanale. Donc les fouilles ont commencé sûrement cette année, je ne sais pas, on ne sait pas exactement la date. Mais des fouilles seront effectuées, c'est sûr. Il y aura des fouilles. Et là, mais vous devez être quand même, ça doit être impressionnant de découvrir quasiment le site où les gens vivaient, quoi. Ah, bien sûr que c'est impressionnant. Ah oui, on est vraiment impressionnés. Ouais. Maintenant, il faut voir ce qu'on va découvrir. Hein. Jusqu'à maintenant, c'est que des forges. D'accord, mais c'est quand même déjà, ça doit être des belles pièces, non? Exactement. Ouais. D'accord. Oui. Attends. Alors les fameux ce qu'on appelait les dieux lards domestiques, c'était des génies. Alors là, c'était des génies du foyer, c'est-à-dire c'est des porte-bonheur en quelque sorte, hein, du foyer. Hein. Alors souvent des chiens assis, voilà, des animaux. Là, un hochet, vous voyez, on n'a rien inventé, un hochet avec les petites dilles, hein, qui servaient à faire le bruit. Donc voilà, là c'est vraiment... Hein. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que c'est vraiment fin comme travail, quoi. Il y a des gens qui ont passé du temps dessus, quoi. Ah, oui. Et on passe à la deuxième pièce. Alors peut-être une vue d'ensemble, parce que on a dit que la nécropole, donc voilà le plan de la nécropole. Ah, voilà le plan de la nécropole, donc il y a presque... Hein. Alors ici en noir, c'est des coffres, disons, qui correspondent à des incinérations avec les coffres. Et là, ce sont des vrais tombes. Alors ça monte jusqu'à 900. Alors, 900 personnes 900 personnes, voilà. Hein, 900 personnes. Mais le problème, alors, tous les ossements des tombes, on les a pris ici, on les a envoyés pour analyse. À Sophia Antiopolis, c'est derrière Nice. Alors, pas de datage, parce que bon, le datage, on connaît à peu près les époques, mais des analyses génétiques. Pour savoir avoir une idée des fratries, des gens, des familles qui vivaient ici. Imaginez, avoir une idée des tailles des familles, on va voir si les gens, par exemple, enterrés à différentes époques, à 30 ou 40 ans d'intervalle, ou 50 ans d'intervalle, s'ils faisaient partie de la même famille. Donc là, ça donne une idée un petit peu du peuplement familial sur le site de Cutry. Ça devait être une ville assez importante, quelque part. Hein.
Et quand l'emplacement des tombes, est-ce qu'on a remarqué par exemple qu'il y avait des castes, j'allais dire, est-ce qu'il y avait des bourgeois, des paysans, ou est-ce que... Non, on peut pas. Non, les gens étaient enterrés. On peut pas trop dire. Hein, on peut pas trop dire. Peut-être, parce que la terre est tellement acide dans notre région, c'est qu'on n'a quasiment pas retrouvé d'habits. C'est peut-être le seul indice. Le seul bout de tissu qu'on ait retrouvé, il est ici, sur un couteau. Au fur et à mesure que vous avez découvert tout ça, vous imaginiez que ce serait aussi grand, qu'il y aurait 900 corps par exemple, que vous alliez... Ah non, ça s'est fait progressivement. Bon, au bout de quelques années de fouilles, on s'est aperçu que c'était quelque chose de conséquent comme une nécropole, mais au départ, on ne se doutait pas qu'on allait trouver tout ce qu'on a trouvé. Hein. Alors en particulier, dans les fouilles, il y a toujours les pièces. Alors les pièces romaines, alors si bien que nos anciens qui sont occupés les premiers des fouilles, ils ont été se documenter pour avoir toutes les dynasties d'empereurs romains, pour pouvoir étiqueter toutes ces pièces. C'était aussi un travail qui se fait en dehors des fouilles, un travail de recherche personnelle. C'est quoi, ces différentes époques alors en fait qu'on voit ici? Oui, voilà, toutes les pièces correspondent à Marc-Antoine. Voilà, Octave Auguste, Marc-Antoine, etc. Donc tous les... Hein. Il doit y avoir de l'excitation si chez vous, quand même, quand vous voyez une pièce, vous voyez Marc-Antoine ou des choses comme ça. Ah oui, oui. Hein. Alors ici, vous voyez, c'est un peu plus évolutif, si vous voulez. Un peu plus évolué les... Comment vous expliquez que ça soit en aussi bon état? La terre, c'est bien, ça conserve les poteries, c'est peut-être acide, mais ça n'a pas conservé les tissus, par exemple. Hein. Ça a aussi usé un petit peu tout ce qui est fer. Je ne sais pas, c'est peut-être une question de... Puis c'est un terrain assez profond quand même. Parce que là, on voit même le détail d'une décoration. Ah, oui. Alors là, c'est déjà les premières décorations. Vous voyez, à la molette, hein, il tournait autour, il faisait des décorations. Hein. Déjà aussi, là, vous voyez, avec des décors appliqués en relief, hein, ce qu'on appelle les médaillons d'applique, de même là. Hein. Et les premiers flacons en verre. Voilà. Hein. Ce qu'il y a d'impressionnant, c'est qu'il y a de tout en fait là. Oui. Hein, il y a vraiment de tout, tous les styles de poterie, etc. Hein. Alors tout ça sont des stèles qui ont été trouvées sur le banc de Cutry, hein, mais qui n'étaient pas dans le coin des fouilles. Alors, il y a même une stèle qui est au musée à Nancy, découvert à Cutry. Hein, voilà. Pas trop de demandes des grands musées, des choses comme ça? Alors ici, on prête, on a exposé pendant 3 mois l'année dernière à Tourcoing, puisque Cutry a fait des échanges culturels avec la ville de Tourcoing. Donc on a prêté pas mal de nos pièces et eux ils ont fait une expo qui a duré 3 mois. Toutes les écoles de Tourcoing y sont passées, etc. Mais on prête des pièces, par exemple, l'année dernière, Thionville organisait le bestiaire gallo-romain. Le thème de ils sont venus nous emprunter. Alors là, c'est énorme parce qu'il faut les garanties, il faut les assurances, ça fait quand même quelque chose si on veut faire dans les normes, hein, des échanges comme ça. Hein. Alors maintenant, on passe à la 3e salle. Donc c'est le 7e siècle après Jésus-Christ. Voilà. C'est peut-être une des pièces les plus impressionnantes par Voilà, rapport à ce qu'on va y découvrir. Ici, voilà, on a reconstitué une tombe mérovingienne. Hein. Alors ici, c'est la tombe d'un guerrier, et il était enterré avec donc César, on voit. Hein, il était enterré avec César. Au niveau du bassin, alors, il reste la boucle de son ceinturon, donc les poteries, etc. Près de la tête, là-bas, l'obole à charbon. Donc, vous l'avez retrouvé tel quel, comme ça, avec la pièce à côté ou... Non, c'était à peu près... Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Mais la terre, elle provient du site. Hein. La terre, elle provient du site, et pour pas qu'il y ait des moisissures et tout ça, on a brûlé ça au chalumeau. Comme ça, il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus de... Donc on retrouve tout, on retrouve son couteau, sa hache. Hein. Donc voilà. La taille, c'est à peu près comme nous, non? C'est ce qui surprend, parce que... c'est ce qui surprend parce que ça a l'air d'être un grand gaillard quand on regarde les jambes. Hein. Alors voilà. Donc il est enterré avec tout ce qu'il avait. Donc là, c'est a priori un guerrier. C'était un guerrier, voilà. D'accord. Et alors donc la jante féminine était enterrée avec les bijoux. Et là, on a une belle collection. Une belle collection de colliers, de bijoux, hein, en ambre,
des perles en verre, des perles en pâte de verre. Donc vous voyez, c'était quand même... On voit qu'il y avait déjà même le jeu sur les couleurs. Il y avait Ah oui, un beau travail. Quoi. Voilà, hein. Ici aussi, regardez là. Les boucles, hein, les boucles, les boucles dans la skinny là. Hein. Et là, à l'époque, regardez ici, ils faisaient des opérations, je sais pas, les gens qui avaient les jambes cassées, ils mettaient des broches. Ça se faisait déjà. Ça se faisait déjà. Hein, on n'a pas trop inventé finalement. Hein. Ici aussi, donc voilà un petit peu tous les fibules, etc., les boucles de ceinture. Hein. Regardez les fibules, c'est les plus beaux modèles qu'on ait. Oui, hein. ils sont vraiment dans Hein, un excellent état. Quoi. Alors là, on a aussi quelque chose d'exceptionnel, c'est une bague en cristal de roche gravée. Et le moulage en cire de ce qui était gravé, on suppose que c'est un gladiateur ou Mars, mais ça on ne peut pas. Hein. Alors, les boucles d'oreilles, oui, c'est presque à la mode, hein, presque à la mode. Et là, on arrive sur les armes, non sur les... Alors les garnitures de ceinture, etc. Voilà, hein, voilà. Les harpons, fouennes, les armes franques, hein, voilà. Hein. Les escramassacs, c'était des petites épées courtes. Hein. Donc voilà. Et regardez les forces, là, bon, c'est les ciseaux qu'on tourne les moutons. Au début du siècle, on tournait les moutons avec des ciseaux comme ça. Hein. Puis là aussi, des plus belles pièces. Des plus belles pièces, on va faire tourner. D'accord. Hein. Carrément gravé aussi. Carrément gravé. Alors ce qu'il y a, celle-là, elle a été envoyée à Nancy pour être traitée. Hein, parce qu'on avait été découverte, si vous voulez, elle a été découverte dans cet état-là, vous voyez, complètement rouillée. Hein. Donc c'est une lance d'apparat, donc complètement rouillée, et bien sûr on l'a envoyée à Nancy, qui l'ont retravaillée, les bains, etc. Hein. Alors, elle est gravée, c'est une lance d'apparat, donc. Hein, et il y a des lettres, etc., qu'on n'a pas su déchiffrer. Ouais. Alors, est-ce que c'est du patois? Est-ce que c'est un mélange de latin? On ne sait pas. Hein. Donc, voilà. Donc, tout ça là-dessus, voilà. Alors, ici, les poteries, vous voyez. Voilà. Donc, en fait, grâce à votre musée, on découvre une partie historique de la région. Oui. Et là, on remonte vraiment dans le temps. Quoi. On remonte dans le temps, voilà. Hein, oui, c'est vrai. Hein. Donc, il y a une pièce que vous affectionnez plus que les autres, vous, personnellement? Oh non, je n'ai pas de préférence, non. Ouais. Non. Alors vous voyez, on n'a rien inventé, hein, les peignes en os. Hein. Mais ça va être idiot ce que je vais vous dire, mais en fait, on voit que c'était quand même une civilisation qui était cultivée au sens où elle prenait soin d'elle. La parure, les peignes, c'est pas forcément les sauvages qu'on imagine. Non, mais disons que les Romains ont un peu occulté, si vous voulez, tout ce qui était, avant tout ce qui était les peuples, les barbares, comme ils disaient. Hein. Voilà. Ça occultait un petit peu toute leur civilisation, alors qu'on retrouve des choses très bien, datant d'avant les Romains, mérovingiens, etc. Bien évidemment, c'est un musée qui se visite, c'est pas simplement un reportage. Vous pouvez nous donner les heures d'ouverture, les jours également, s'il vous plaît ? Alors, les jours d'ouverture, c'est les premiers dimanches de chaque mois, donc de mai à octobre, mais sur commande en téléphonant soit à la mairie, soit chez moi, bon, on ouvre à la demande. Hein. D'accord. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Mais en principe, tous les premiers dimanches de chaque mois, de mai à octobre, il y a aussi le jour de la fête, le jour du patrimoine, le jour de la brocante, etc. où on ouvre. Donc il faut dire aux gens, il ne faut pas hésiter à être curieux, il y a plein de choses autour de chez eux. Il y a plein de choses à voir.